s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien, ça se chante et ça se danse. 80 c'est 80, ça prend presque à 90, donc c'est normal, non? Donc après, vaut mieux l'annuler l'amende. On s'y perd. Moi qui suis toute la journée sur la route, honnêtement, un coup c'est 80-90. Faut arrêter, hein. C'est ça, ce que ça nous coûte tout ça. Moi je pense que c'est normal. Quand on applique la loi, on respecte les dates et ainsi de suite. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Allez, un clin d'œil à cet effet secondaire inattendu, la perspective de PV annulée à l'appel. Revoilà la pagaille autour des 80 km/h. Le débat repart, il a pourtant déjà été très vif dans une France toujours prête à s'enflammer quand on touche à la voiture. Dangereuse, polluante, avec au volant des automobilistes coupables, forcément coupables. Eh bien en tout cas, il y aura des points de vue, des avis tranchés, forcément tranchés sur le plateau de ce grand dossier. Ce soir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous que j'ai le plaisir d'accueillir. Bruno Gazeau, vous êtes président de la Fédération nationale des usagers des transports. Face à vous, Jean-Rémy Macchia, journaliste spécialiste des questions automobiles. Éric de Comont, bonsoir, avocat spécialisé en droit de l'automobile. David Cormand, bonsoir. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts en lice pour les européennes. On accueillera également notre éditorialiste politique, notre éditorialiste du jeudi, c'est Yvan Rioufol, qui va nous rejoindre dans un instant parce qu'il y a toujours un peu de politique aussi quand on parle de voiture. Et ces 80 km/h en sont sans doute une très bonne illustration au cœur d'un face-à-face aussi à 21h. La présidente de la Ligue contre la violence routière face au président de l'association des maires ruraux des Yvelines, Philippe Géland. Mais c'est vous qui lancez ce débat. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont plutôt satisfaits à la perspective de voir ces PV annulés et puis ceux qui tremblent en se disant qu'au contraire, c'est un très mauvais signal? Écoutez, nous sommes pour la défense des usagers. La défense des usagers passe par la défense de la sécurité sur les routes, parce que c'est là que les usagers encourent des difficultés. D'abord pour eux-mêmes, mais aussi parce qu'ils croisent d'autres automobilistes et que ce qui est important et ce qui compte quand même avant tout, c'est quand même la sécurité routière. Comme quand on est dans le ferroviaire, la sécurité compte avant tout et dans l'aérien idem. Donc sur la route, il faut défendre la sécurité routière. Et donc, alors on va revenir évidemment sur cette question des 80 km/h. Est-ce que c'était une bonne mesure? Est-ce qu'il fallait rétro-pédaler ou non? Laisser plus de liberté aux élus locaux? Ça, c'est le débat qu'on va avoir. Mais pour comprendre quand même cette histoire de PV, parce que c'est pas si simple. Je vais prendre un exemple très précis, Éric de Comont, pour qu'on puisse... imaginons ce soir, en quittant ce plateau, je prends ma voiture, j'emprunte une route à 80 km/h. Je roule à 90, je ne risque rien. Alors, vous ne risquez rien. Pour une raison très simple. En termes de PV, j'entends. Je parle pas en termes de sécurité routière. En termes de sanctions. Oui, en termes de sanctions. On est bien d'accord. Parce que vous êtes dans la situation où vous commettez aujourd'hui clairement une infraction, vous êtes au-dessus de 80. Mais cette infraction, elle va être, selon toute vraisemblance, en tout cas si vous ne vous précipitez pas pour payer l'amende dès que vous la recevrez, elle va être jugée à une date ultérieure où, possiblement, ce tronçon sera limité à 90, sera remonté à 90. Attention, ce n'est pas obligatoire, ça peut dépendre des tronçons. Mais imaginons que ce tronçon remonte à 90, le jour où vous serez jugé, le jour où il y aura à se déterminer par rapport à cette infraction, on constatera que ça n'en est pas une au regard de la loi, et je mets ce mot entre guillemets, de la loi nouvelle. Or, il est un principe fondamental du droit pénal français qui dit que les lois pénales les plus douces s'appliquent au moment de la commission des faits. S'appliquent au moment de la sanction. Autre possibilité, je prends ma voiture ce soir, j'emprunte une route limitée actuellement à 80 km/h. Je me dis que je ne risque rien en termes de sanctions et je fonce, je vais jusqu'à 110. De la même manière ? De la même manière, en quelque sorte, sur les mêmes fondements. Le jour où vous serez jugé, si vous attendez effectivement, encore une fois, d'être jugé après le changement de la loi, vous serez jugé pour un dépassement non pas de 30 km/h, mais de 20 km/h. Ce qui change beaucoup de choses, puisque déjà, vous avez un point de moins, si j'ose dire, en moins. C'est une sanction par laquelle vous risquerez 2 points et non pas 3. Et subsidiairement, vous ne risquez pas de suspension de permis de conduire, alors qu'à partir de 30 km/h, vous pouviez avoir en plus une suspension de permis de conduire. Donc, votre infraction existera toujours, mais elle sera déqualifiée en quelque sorte. On fait une forme de démonstration par l'absurde de David Cormand, mais quand même, est-ce qu'on n'est pas dans une situation un peu absurde ? Moi, la question qui m'intéresse, c'est la question politique. Vous l'avez dit, quand on parle de voiture, c'est une question politique. C'est vraiment une question politique parce que depuis 60 ans, 70 ans,
les pouvoirs politiques successifs ont construit une sorte de deal avec la population française qui est le suivant: votre autonomie sera garantie par votre automobile. On a éloigné... En gros, touche pas à ma voiture. Enfin, je touche pas à ta voiture. Et ce compromis, c'est le suivant, c'est qu'on a développé le périurbain, on a éloigné beaucoup d'habitants des centres-villes, on a éloigné les lieux de travail des lieux où on habite, les lieux où on peut faire ses courses des lieux où on habite, on a réduit les services publics, donc il faut faire de plus en plus de distance pour y avoir accès, mais à chaque fois on disait, votre autonomie sera garantie par votre automobile. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, avec la hausse du prix du carburant, qui n'est pas liée qu'aux taxes, qui est liée à la disparition de cette ressource qui est de plus en plus rare, de plus en plus chère à extraire, et donc qui structurellement va être plus chère, et que par ailleurs il faut arrêter d'utiliser du fait du changement climatique. Et là on voit bien que ce compromis, ce deal qui avait été fait avec les Français ne tient plus. Cette promesse est intenable. Et donc la question politique, pour moi, par rapport à la voiture, c'est comment on construit un nouveau compromis avec les Françaises et les Français pour faire en sorte qu'ils ne soient pas pénalisés par l'usage obligatoire, par le fait qu'ils sont captifs de l'usage de la voiture. Alors, c'est une question qui se pose notamment sur ces questions de transition écologique et d'urgence écologique, et évidemment, elle sera au cœur du débat. Mais cette question-là des 80 km/h, pour prendre cette mesure, le gouvernement n'est pas allé sur ce côté pour préserver l'environnement. On était sur des questions de sécurité routière. On va écouter ce que disait Édouard Philippe au mois de janvier, 6 mois après la mise en place de cette mesure. Je crois donc qu'il est tout à fait légitime de discuter de ce sujet, mais qu'il serait fou de baisser le niveau d'ambition. Et ce serait d'autant plus déraisonnable que les résultats que nous sommes en mesure de produire pour l'année 2018, nous sommes janvier 2019, pour l'année 2018, sont sans aucune ambiguïté. Ce sont des résultats historiques. Il n'y a jamais eu aussi peu. Depuis qu'on mesure l'accidentologie routière, il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur les routes françaises. Ça, c'était au mois de janvier dernier. Je donne les chiffres du mois suivant. On va finir le tour de table avec Jean-René Maquet, si vous voulez bien. Je préciser tout de suite, c'était un mensonge. Alors, je le développerai après, si vous voulez. Voilà, on aura le temps, évidemment, d'en débattre. Simplement, je donne les chiffres, pour être parfaitement honnête, du mois de février de cette année. 253 personnes qui ont perdu la vie sur les routes en France. Février 2019, une hausse de 17,1% par rapport au mois de février 2018. Donc, cet argument qui est et que l'on peut parfaitement entendre, et on se dit mais oui évidemment si on roule moins vite il y aura moins de morts sur les routes, c'est pas aussi simple que ça? Non, c'est pas du tout aussi simple que ça. Si c'était aussi simple que ça, il faudrait rouler de moins en moins vite et peut-être même s'arrêter de rouler. En tout cas, c'est sûr qu'à la vitesse 0, vous n'aurez pas d'accident lié à la vitesse. Ça, c'est une vérité physique. Après, les facteurs d'accident sont multiples. La vitesse est un facteur aggravant lorsque l'accident survient, mais vous pouvez avoir, notamment c'est le cas sur autoroute où c'est la première des causes d'accident, la somnolence due à la lassitude, et plus vous allongez votre temps de transport, plus vous augmentez les facteurs de lassitude et de somnolence. Premier facteur d'accident sur autoroute. Vous avez d'autres facteurs, et aujourd'hui, il est évident, ce n'est pas chiffré, aucune étude pour l'instant ne l'évalue de manière précise et scientifique, mais la perturbation engendrée par le maniement des outils de communication qui soient nomades, comme le portable, ou qui soient fixes dans les voitures, comme les écrans tactiles, qui ne sont évidemment pas dans le champ de vision et pas à la même distance que la route à laquelle vous devez porter votre attention. Tout cela, c'est de nature à effectivement diminuer la sécurité. Donc, on peut jouer sur des choses comme la vitesse. Après, on le voit bien. Pendant une année, ça a tendance à décroître. Pendant quelques mois, on est à plus de 17%. Il faut se garder surtout d'avoir des réactions immédiates, très vives, avec des chiffres qui ne sont pas lissés, qui sont multifactoriels et qui concernent un mois ou même 6 mois. Un mois et à un moment particulier, c'est ce qui va nourrir aussi le débat qui va reprendre dans un instant, parce qu'il va falloir qu'on fasse une pause. Mais je voudrais qu'avant cette pause, on voit cette image, parce que quand même, au mois de février, on est aussi dans une situation particulière. En mars dernier, regardez ces images, 75% des radars automatiques détruits ou détériorés pour protester contre la politique du gouvernement. On est encore une fois, on en revient à ce sujet très politique. C'est un exemple très concret de cette fracture qui nous fait débattre ce soir. Le débat est lancé et il se poursuit. C'est dans un instant, vous restez évidemment avec nous sur LCI. Votre programme. Que ce soit les départements, je pense que c'est une bonne idée parce qu'eux, ils sont plus à même de savoir quels sont les secteurs dangereux ou pas. Je pense que certaines routes 80, oui, d'autres c'est un non-sens. C'est une connerie, quoi, c'est tout.
Il n'y aura pas moins de morts à 80 qu'à 90. Hein. Il vaut mieux que ça soit au niveau national. Départemental, ça veut dire n'importe quoi. Dans le Nord, on aura le droit. Dans le Pas-de-Calais, on n'aura pas le droit. Donc si on doit traverser la France et faire 60 départements, il va falloir toujours avoir en tête, tiens, ici, il va falloir avoir un ordinateur de bord qui nous dise. Donc c'est nul. Nul. Voilà, un avis tranché comme les vôtres sur le plateau du Grand Dossier. Ce soir, pas d'unanimité autour de cette question, notamment, c'est l'une de celles qui anime le débat, des 80 km/h. On s'est arrêté sur un chiffre, sur une image aussi, celle de radar dégradé, sur ces chiffres de la sécurité routière qui, d'un mois sur l'autre, d'une année, en tout cas, peuvent être très différents et être interprétés dans les deux sens. Vous disiez, ces chiffres ont été manipulés. Ah, totalement. Ce que disait très bien Jean-Rémy Macquart tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en la matière, il faut rester calme. Il ne faut pas bondir sur le dernier chiffre du dernier mois. Il faut attendre de voir ce que donnent les tendances dans le temps. Et c'est ce que n'a pas fait le Premier ministre. Rappelez-vous, été 2018, il a concédé le fait qu'il y aurait une clause de revoyure au bout de 2 ans. On ferait le point 2 ans après. Et puis, face à la bronca qui ne cessait pas et à ce qu'ont fait les Gilets jaunes au radar au dernier semestre 2018, il s'est précipité fin janvier pour dire, voilà, ça y est, il y a déjà 6 mois, c'est merveilleux, ça fonctionne. Et il vous a dit en direct sur ce plateau, enfin, dans ce sujet, un mensonge caractérisé. Il a osé dire que les résultats obtenus, bien sûr, sûrement grâce aux 80 km/h, ce qui est faux parce que les résultats étaient meilleurs au premier semestre qu'au deuxième, mais peu importe, étaient les meilleurs qu'on ait connus en France depuis qu'on faisait des statistiques. Alors là, il y a 2 options. Soit la France, c'est la métropole, et les autres à côté, ce n'est pas des Français. Les départements d'outre-mer ne sont pas des Français. Soit on considère que ce sont aussi des Français respectables, même s'ils sont dans les territoires, très loin, au-delà du périph'. Bon. Et à ce moment-là, c'est un mensonge, car quand on prend toute la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, c'est faux. Ce n'est pas le meilleur résultat depuis 1973. Je vous laisse répondre et puis on va effectivement aller sur un aspect plus politique. Pourquoi utiliser ces chiffres? Pourquoi avoir décidé de ces mesures et en tout cas, pourquoi tout ça pour ça? Mais je vous laisse répondre sur ce point. Mensonge ou pas mensonge? Que l'expérimentation sur 2 ans n'ait pas été menée à son terme. J'observe cependant que dans les pays de l'Europe du Nord, qui ont 80 km/h, ils ont à peu près 30 morts par million d'habitants. Et dans les pays de l'Europe du Sud, c'est-à-dire la France, l'Italie et le Portugal, on est au-dessus de 50. Donc ça porte quand même à réfléchir. Alors sur cette question, justement, évaluation, c'était prévu. Et puis, il y a eu cette phrase aussi pendant le grand débat du Premier ministre. J'ai dit, quand on l'a mis en place, 1er juillet, on le fait pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, on aura un bilan complet. Ça aura été en place sur toutes les routes où ça doit être mis en place. On saura, on dira, si ça a marché, on dira bah, ça a marché. Puis si ça n'a pas marché, on dira ça n'a pas marché. Et moi, je vais vous dire, monsieur le maire, quand je me plante, je peux le reconnaître. Je ne vous dis pas que j'aime ça, mais je peux le reconnaître. C'est ce qui s'est passé, semble-t-il, la semaine dernière. Il semblerait, Édouard Philippe a tiré le constat qu'il s'était planté, pour reprendre son expression. Yvan Rioufol, on voit la déclaration de la semaine dernière où il dit, voilà, je ne renonce pas aux 80 km/h, mais je laisse la décision aux élus locaux, ce que demandaient ces élus d'ailleurs. Oui, à l'évidence, il a avalé son chapeau parce qu'il avait pris une décision erronée. Parce que je crois que pour comprendre exactement ce phénomène de la voiture aujourd'hui, il faut le lier à ce qu'est également la classe moyenne. C'est-à-dire que la voiture est apparue à travers le conflit des Gilets jaunes. Et le conflit des Gilets jaunes est ce réveil de cette France oubliée qui n'a que la voiture comme, d'abord pour aller à son lieu de travail et comme lieu de communication entre soi, etc. Donc la voiture, pour elle, est vitale. Et donc ce qui explique naturellement que tout s'est polarisé autour de la voiture et ce qui correspond à la voiture, c'est-à-dire les ronds-points, les grandes surfaces, les pompes à essence, etc. Et tout ce qui peut freiner cette liberté d'aller et venir, c'est-à-dire les taxes sur le gasoil, c'est-à-dire les 80 km/h, c'est-à-dire les contrôles techniques, c'est-à-dire les péages et tout ce truc-là sont devenus des choses insupportables. Et le Premier ministre et le gouvernement et le pouvoir en règle générale n'a pas pris la mesure, précisément d'abord de cette relation intime qu'il y avait aujourd'hui entre la voiture et cette France oubliée-là, et qu'en voulant imposer d'autorité d'une manière jacobine, d'une manière technocratique, parisienne, dans le fond, une mesure qui venait choquer un appétit de décentralisation, enfin, en tout cas de réalité des comportements. Cela a alimenté, ce n'était pas la cause principale c'est les taxes naturellement sur l'essence, mais cela a alimenté cette révolte qui est une révolte qui perdure encore aujourd'hui. Alors quand même, David Cormand, Édouard Philippe disait, j'assume, on va l'entendre dans un instant, j'assume d'être impopulaire. On voit quand même l'impopularité à ses limites, surtout peut-être dans un contexte particulier. Oui, mais vous savez,
la question, ce que disait M. Ruffol, c'est pas seulement parisien, c'est la métropolisation de la France et du monde d'ailleurs la question. C'est qu'il y a les inclus et ceux qui se sentent exclus. Et donc, dans les métropoles, ceux qui sont au cœur des métropoles, qui ont les moyens d'y habiter, etc., ont accès d'ailleurs davantage à des transports en commun, davantage à des services. La voiture n'est pas forcément un enjeu. Et la voiture est moins un enjeu en tout cas. Pas forcément. On peut en avoir une pour le plaisir, mais c'est pas vital. On n'est pas captif de sa voiture. Et donc, c'est pas tant Paris, c'est par rapport à ça. Et il y a beaucoup de Françaises et de Français qui, pour des raisons économiques, pour des raisons géographiques, pour d'autres raisons, se disent mais nous, le seul lien qu'on a avec le reste de la société, désormais, parce qu'on a organisé le territoire comme ça, c'est ma voiture. Et donc, on voit que le sujet est extrêmement sensible. Et pour moi, l'histoire des 80 km/h, je pense que ça a cristallisé ce sentiment-là. C'est-à-dire que vous fermez ma gare de proximité. Vous, comme je le disais tout à l'heure, retirez mes services publics. Vous, etc., etc. Et en plus, ça nous tombe encore dessus, le fait de nous priver de pouvoir rouler un peu plus vite. Mais ce qui est fou dans cette affaire, c'est que moi, je ne crois pas du tout, je ne crois plus du tout que la voiture soit une liberté. Je crois au contraire que, vu le prix que ça coûte, vu les difficultés financières, vu le fait que la plupart du temps, on est obligé de s'en servir, la voiture est de moins en moins. Ça coûte de plus en plus cher de pouvoir rouler. C'est au contraire plutôt une prison. Et alors donc, l'idée politique, c'est comment on fait, sans que les gens aient le sentiment que c'est qu'on veut les priver, comment on fait pour dire, vous pouvez vivre mieux avec plus de pouvoir d'achat. Pour mémoire, une voiture, c'est en moyenne 500 € par mois, amortissement, essence, assurance, etc. etc. C'est quand même beaucoup d'argent, 500 € par mois. Ça fait pour une voiture neuve, pas pour une voiture d'occasion. Donc c'est en moyenne, monsieur. C'est en moyenne, c'est les chiffres en moyenne. Donc, pour l'entretien d'une voiture. En général. Donc c'est plutôt très cher. Donc réussir à faire en sorte qu'un foyer qui est aujourd'hui obligé d'avoir 2, voire 3 véhicules, puisse passer à un véhicule, c'est très bon pour la planète, c'est bon pour l'accidentologie, mais c'est aussi très bon pour le pouvoir d'achat des gens. Alors on va écouter quand même, on va écouter Édouard Philippe avant qu'il ne change d'avis. Quels étaient les arguments du Premier ministre ? 6 mois d'arguments répétés, martelés par Édouard Philippe, qui allaient dans votre sens. Je m'y suis engagé. Je pense que c'est une bonne mesure que je défends et que je continuerai à défendre quoi qu'il arrive. J'assume parfaitement l'idée que le gouvernement et l'État, lorsqu'ils s'engagent, tiennent leurs engagements. Je suis prêt à assumer. Je l'assume totalement. Il faut parfois choisir entre des mauvaises décisions qui rendent populaires et des décisions bonnes qui rendent impopulaires. Nous ne changerons pas d'avis. C'est pas le genre de la maison de ne pas assumer. Donc nous assumons cette décision. Je le fais, j'assume mes responsabilités et on verra les résultats. Bon, résultat, c'est désormais à l'appréciation des élus locaux. On a bien compris aussi qu'il y avait eu une certaine pression sur Édouard Philippe. Ça a créé, à votre réaction, ça se voit, du mécontentement, etc. Peut-être, au fond, tout ça est plus profond et moi, je le vois comme une opportunité. Donc, il faut ensemble qu'on trouve, sur ce sujet aussi, par le débat, une manière plus intelligente de le mettre en œuvre. Il n'y a pas de dogme. Par le dialogue plus territorial, par les propositions qui seront faites, on pourrait trouver quelque chose de plus pragmatique, qui soit mieux accepté, qui ait le même résultat. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut tout arrêter ? Franchement, non, parce que je ne pourrais pas regarder les familles d'accidentés de la route dans les yeux si je vous disais ça pour vous faire plaisir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit mieux accepté, plus intelligent ? Sans doute oui. Premier grand débat d'Emmanuel Macron avec ces maires avec lesquels les relations n'étaient pas au beau fixe. Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'autour de ces 80 km/h, mais finalement, on a fini par céder parce qu'il y avait une opération reconquête, d'abord auprès des élus locaux, et puis parce qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi un petit sujet d'opinion, parce qu'il faut rappeler qu'on est à quelques jours d'un scrutin en tout cas, l'exécutif présente comme assez essentiel dans le déroulement du mandat. Il faut distinguer la dépendance de l'automobile et la sécurité routière. Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir été lâché au profit d'intérêts politiques sur cette question des 80 km/h ? C'est difficile pour les élus départementaux d'assumer une réduction de la vitesse parce qu'ils auront à en rendre compte s'il y a des accidents. Par contre, il faut impérativement lutter contre la dépendance automobile, éviter qu'elle ne s'accroisse. Il faut pour cela encourager les autres modes, maintenir le mode ferroviaire qui irrigue quand même presque toute la France. Il faut arrêter de fermer des gares, il faut arrêter de fermer des guichets, il faut permettre le rabattement. Il faut utiliser une nouvelle mobilité pour rendre les différents modes de transport compatibles entre eux, complémentaires. Et donc, il faut arrêter d'opposer les modes entre eux. Il faut les rendre complémentaires et bâtir des stratégies de mobilité qui fassent que les gens ne se sentent pas exclus, bien sûr. Alors, une cinquantaine d'élus ont d'ores et déjà annoncé qu'ils étaient prêts à revenir aux 90. Est-ce que c'est le cas de Philippe Gélan ? Eh bien, il sera avec nous à 21h face à Chantal Perrichon. Alors, l'exécutif a plutôt fait le pari inverse, dire non, les maires n'oseront pas. Eh bien, oseront-ils ? Ce sera une des questions que l'on va se poser. Ce n'est pas la seule, évidemment. Dans un instant,
on poursuit avec ces mesures qui concernent les automobilistes et qui, pour certaines, les ont mis dans la rue. À tout de suite. Votre programme. Sur les sujets d'écologie, le temps n'est plus à la parole. Il y a eu ce temps-là, la dénonciation, la description de ce qu'on devait faire. Il y a eu ensuite le temps où on prenait des lois pour les autres, ou pour après. C'était facile. Depuis 2 ans, nous sommes dans le moment où nous devons prendre des décisions pour aujourd'hui et maintenant. Priorité des priorités, donc l'écologie, à tel point que le premier conseil de défense écologique s'est réuni ce matin. Vous avez entendu Emmanuel Macron, sauf peut-être quand le sujet fait trembler le bitume et lever le poing des usagers de la route. On va parler à présent de la taxe carbone, qui a connu à peu près le même sort que les 80 km/h. Je suspends, pour une durée de 6 mois, ces mesures fiscales. Elles ne s'appliqueront pas avant d'être débattues par toutes les parties prenantes. Nous avons pris avec le président de la République la décision de suspendre pour 6 mois la mise en œuvre des mesures fiscales qui concernent les tarifs des carburants et les prix de l'énergie. Lucidité d'abord sur la situation d'extrême tension que traverse notre pays. Des tensions qui nous ont conduits à la conclusion qu'aucune taxe ne méritait de mettre en danger la paix civile. Comme je l'ai dit hier à l'Assemblée nationale, nous avons donc décidé, avec le président de la République, de renoncer aux mesures fiscales concernant le prix des carburants et les prix de l'énergie qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Voilà, l'évolution du discours est importante, suspension et puis précision de l'Élysée. Édouard Philippe, c'est encore une fois Édouard Philippe quand même qui est obligé de manger son chapeau sur cette mesure. Là encore, c'est une mesure qu'il avait beaucoup défendu. Non, on ne cédera pas sur la question de la taxe carbone. On est toujours dans le même symbole politique d'un État qui ne comprenait, qui ne voyait pas, de mon point de vue, qui ne voit toujours pas, quel était l'état de fracture de la société et quel était l'état d'insurrection de toute une partie de cette France périphérique, celle qui prend la bagnole, justement, qui ne se reconnaissait pas, qui n'arrivait pas à accéder au discours public, si je puis dire. Et donc, le gouvernement n'avait pas vu cela pour les 80 km/h, il ne l'avait pas vu non plus pour la taxe carbone, et c'est il y a 1 an tout juste, ou quasiment, que Priscilla Ludowski lançait sa pétition justement contre les hausses d'essence qui allaient alimenter justement cette formidable mobilisation que l'on a pu voir ensuite en octobre des Gilets jaunes. Parce qu'immédiatement, il y a eu les Français concernés se sont sentis naturellement responsables les premiers visés, je veux dire, parce qu'ils n'étaient qu'une goutte d'eau, dans le fond, dans un vase qui était prêt à déborder. Et le vase, naturellement, a débordé. Mais je pense que même si l'on revient maintenant sur ces décisions de la taxe carbone ou les 80 km/h, la colère est toujours vivace. Parce que ça n'a pas éteint le fond de la colère. C'est pour ça que cela dépasse. Ces sujets sont très révélateurs de l'indifférence de l'État, mais cela dépasse très singulièrement ces 2 points-là, qui sont des points anecdotiques. Oui, mais ce sont des exemples, évidemment, sur lesquels on s'appuie, parce qu'on a vu des changements de pied. L'éloignement du pouvoir. L'éloignement du pouvoir, les questions aussi de popularité, d'impopularité. Ça a donné naissance à ce mouvement qui dure toujours, d'ailleurs. On ne sait pas ce qui va se passer samedi, mais le mouvement des Gilets jaunes n'est pas terminé. Mais sur cette question de la fiscalité, écologique, comment on fait pour ne pas donner le sentiment, parce qu'il y a ça aussi, de culpabiliser ceux qui roulent parce qu'ils n'ont pas le choix et parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais on leur dit quand même, franchement, ça va, tranquille les pollueurs. C'est ça qu'ils entendent, non ? Oui, ce qui est intéressant dans l'histoire des Gilets jaunes et de la taxe carbone, d'ailleurs, vous citiez Priscilla Ludowski, c'est très intéressant, elle a déposé devant le Conseil économique, social et environnemental, elle a été auditionnée, elle a déposé un rapport qui est très écolo. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous discutez avec Priscilla Ludowski, elle se revendique écologiste d'une certaine façon, pas que écologiste, mais aussi écologiste. Et ce qui est intéressant vraiment dans l'histoire de la taxe carbone, c'est que je crois que le sentiment qu'il y a eu, vous avez raison, c'est que les pouvoirs successifs, en fait, ne voyaient pas la population des Gilets jaunes. D'ailleurs, c'est pas un hasard qu'on met un gilet jaune. Pourquoi on met un gilet jaune ? C'est parce qu'on ne vous voit pas. C'est pour qu'on vous voit. Donc il y a quelque chose de très important. Et donc les gens, le pouvoir a été décontenancé par rapport à ce point social. Pourquoi ? Parce que c'était les Françaises et les Français qui obéissent toujours.
On leur a dit, vous allez avoir vos salaires qui baissent. Ils n'ont rien dit, ils ont bossé. On leur a dit, on va fiscaliser vos heures sup. Ils n'ont rien dit, ils ont continué à faire. On leur a dit, ce que je disais tout à l'heure, on vous éloigne des centres-villes. Ils n'ont rien dit, ils ont pris le crédit du pavillon. On leur a retiré des services publics. Ils n'ont rien dit, ils disent, c'est pas grave, il faut que je bosse. En fait, ce n'est pas des insurgés, c'est le contraire. C'est des gens qui, au contraire, étaient très bons élèves. Jusqu'au moment où on touche à la voiture. Oui, mais jusqu'au moment où on commet une injustice. Oui. Alors qu'on leur dit, mais c'est le deal implicite dont je parlais tout à l'heure, vous aurez toujours votre autonomie garantie par votre automobile. Et ils disent, attendez, il y a mal donne. Parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Et surtout, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on a mis en place la taxe carbone, c'est une décision de Bercy, qui n'était pas du tout faite pour faire de l'écologie. Très peu de la recette escomptée allait être orientée vers l'écologie. C'était pour remplir les caisses de l'État. Oui. Et là, les contribuables se disent, mais nous, on est captifs, on est obligé d'avoir notre bagnole, donc nous, on se fait taxer, mais ceux qui ont recours à l'optimisation fiscale, ceux qui peuvent mettre leurs capitaux dans les paradis fiscaux et faire de l'évasion fiscale, ceux-là, on ne les touche pas. Et c'est là qu'il y a une faute politique. C'est-à-dire qu'en fait, la fiscalité, elle fonctionne quand elle est consentie, quand les gens comprennent à quoi sert l'argent, est-ce que c'est juste. Alors, le problème, pour moi, ce n'est pas la fiscalité écolo. Le problème, c'est une fiscalité profondément injuste. Et c'est ça qui a mis de la colère. C'est quand on subit une injustice, on se met en colère. Évidemment, on poursuit ce débat, mais je rebondis précisément sur ce que vous dites. Où va l'argent? À quoi sert l'argent de cette fiscalité? C'est aussi un des sujets qui était au cœur et au début de ce mouvement des Gilets jaunes. Autre figure des Gilets jaunes, ça s'est passé, vous vous en souvenez, forcément, par une première vidéo à laquelle une secrétaire d'État va répondre presque du tac au tac. On revoit cette séquence. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. À Paris, ils sont passés de 12 000 à 87 000 PV en un an. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines? On se demande, si c'est à ça que ça sert le pognon, alors autant qu'on change. Mais c'est parce que vous ne savez pas où prendre le pognon. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon des Français? Il n'y a aucun complot du gouvernement contre la voiture. Nous savons très bien que la voiture, c'est un mode de transport indispensable, en particulier dès qu'on sort des villes. Notre politique en matière de voiture, elle est très simple. Plus de sécurité, moins de pollution, moins de changement climatique. Et puis nous augmentons progressivement les taxes sur l'essence, sur les carburants, sur le diesel, pour aller vers une société avec une meilleure transition énergétique, une meilleure transition climatique. Mais on parle de 4 centimes d'euros par litre d'essence, de 7 centimes par litre de diesel. Tout le reste de l'augmentation, c'est l'augmentation du prix des carburants. Pas de complot, dit Emmanuel Vargon contre les automobilistes. Et je précise que 6 mois plus tard, à peu près, Emmanuel Vargon était sur ce plateau. On a revu cette vidéo. Elle a échangé avec Jacqueline Moreau. Elle nous a dit sans doute qu'aujourd'hui, je ne lui aurais pas répondu de la même façon parce que cette France invisible est devenue visible. Alors, propos politiques ou pas politiques, mais en tout cas, elle fait cet aveu sur ce plateau, Emmanuel Vargon. Et je voulais rappeler aussi qu'Emmanuel Macron, lui, avant même le début de ce mouvement, on est le 5 novembre, c'est à la radio, et il dit « j'aime la voiture », comme si il y avait une forme... Oui, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, une obligation de dire « non, mais moi aussi, la bagnole, c'est sacré », avec la référence à Pompidou. La voiture n'est plus un symbole de riches, la voiture est un symbole des travailleurs aujourd'hui. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Au moment où cette taxe... au motif de la transition énergétique était envisagée, elle a été annoncée au moment où effectivement les carburants connaissaient un pic de prix, un pic vers le haut. Donc ça, les Français se sont dit, voilà, il y a la hausse déjà du baril, la hausse du prix à la pompe, et on va rajouter 4 ou 7 centimes à chaque litre de carburant. Là, effectivement, la coupe est pleine, la coupe est trop pleine, et ça déborde. Avant, il y avait un système de taxes flottantes, la TIPP flottante, qui permettait de lisser les prix du pétrole en dépit de ces variations. C'était quand même beaucoup plus habile. Mais le principe d'avoir une taxe au nom de la transition énergétique pour frapper de manière marginale les carburants liquides n'est pas non plus complètement idiote. Après, sur le mécanisme du mécontentement, je crois que très précisément, comme le disait David Cormand, on est passé c'est vraiment un ras-le-bol concret, c'est-à-dire il y a un cumul de raisons où les gens se sentent injustement traités par la loi, injustement abandonnés dans leur territoire, injustement commentés par les commentateurs, les hommes politiques, et ils pensent qu'il y a une sorte de dédain de la classe politique parisienne et centrée sur son nombril. Mais on est passé très clairement
et c'est là où peut-être Emmanuel Macron n'a pas été habile en disant mais pourtant j'aime la voiture. Ça, c'était le discours qui c'était le discours de Pompidou. Jusqu'à il y a une dizaine d'années. C'était les Français aiment la bagnole. Voilà, et lui aussi. On était dans le symbole de la possession automobile et du plaisir automobile. Là, c'est pas du tout ça. On est dans une arithmétique vraiment sensée où on compte ses sous et on constate qu'il y a des dérapages. C'est une question de subsistance financière, effectivement, pour de très nombreux foyers qui se sentent par ailleurs injustement traités. Bon, Bruno Gazeau, puisque vous présidez... Parce qu'on continue à dire qu'il faut sauver le secteur automobile, parce qu'il est confronté à des... pas parce qu'on aime la voiture. Donc on pas parce qu'on aime la bagnole. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que... Mais vous, au sein de votre Fédération nationale des usagers des transports, cette taxe carbone, elle a été perçue comment ? Cette taxe carbone, sa suspension, sa suppression. La taxe carbone, elle est intervenue finalement au moment où l'essence commençait à réaugmenter. Mais avant, on se souvient bien que l'essence avait beaucoup baissé. Elle avait beaucoup augmenté en 2008, elle a rebaissé après. Et il faut quand même savoir que par rapport à 2012, aujourd'hui, avec une heure de SMIC, vous faites 57% de kilomètres en plus. Simplement, vous allez beaucoup plus loin maintenant, parce que les banlieues se sont agrandies et le besoin de mobilité s'est accru. Donc ça coûte plus cher. Mais en réalité, le prix de l'essence, il est beaucoup plus dépendant des cours mondiaux que des taxes. Des cours mondiaux et effectivement de la nécessité que vous avez de prendre votre voiture pour aller faire des tas de choses. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est que parallèlement, on a beaucoup critiqué le ferroviaire, mais on n'arrête pas de fermer des lignes, enfin, ou de réduire les fréquences. Les villes moyennes, on dit qu'il y aura moins de TGV dans les villes moyennes. Il faut lutter contre ça. Il faut que les gens puissent continuer à aller dans les villes, dans les 223 villes moyennes, avec un schéma national d'aménagement du territoire qui soit assumé et qu'on puisse prendre le train normalement, régulièrement. Je vous donne la parole, Éric de Cobon, mais simplement, est-ce qu'au sein de votre fédération des usagers des transports, est-ce qu'ils ont ce sentiment d'être, c'est ce qu'on disait, des cibles faciles, les automobilistes, des pollueurs, ceux qui sont à l'origine des accidents, comme si, en gros, ils étaient un peu responsables de beaucoup de nos maux quotidiens. Notre fédération, elle représente la France, donc on a des gens qui habitent la campagne, qui se plaignent parce qu'on leur ferme des petites lignes, qui sont obligés de prendre leur voiture et qui à ce moment-là ne comprennent pas que les essences augmentent, ça leur coûte plus cher. On a des enseignants qu'on mute, qui sont obligés de faire des kilomètres pour aller enseigner. On a des services publics qui ferment, et ce qu'on explique au Premier ministre, quand vous faites des cartes hospitalières, des cartes judiciaires, que vous fermez les services publics, si en même temps vous réduisez la possibilité de mobilité, vous avez la double peine. Donc on ne peut pas additionner les choses comme ça. Oui, Éric de Cobon. Oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. Je rappelle que cette fameuse taxe, il a été très clairement démontré qu'elle n'allait pas servir à la transition écologique, en tout cas pas dans sa plus grande partie. Et ça aussi, c'est une erreur fondamentale. Je ne fais pas de la politique politicienne, mais je dirais que pour un politique, essayer de faire avaler aux plus modestes, qui sont dépendants à la voiture, même s'ils aimeraient bien s'en passer, une augmentation qui les pénalise lourdement, au prétexte que ce sont de vilains pollueurs qui doivent se sacrifier pour qu'on respire tous un petit peu mieux et qu'en fin de compte, on se rende compte que l'argent va servir à boucher le trou du trésor public, c'est vraiment déclencher la bronca. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour ça et je pense que beaucoup de gens seraient beaucoup plus prêts à supporter, à subir ces augmentations si effectivement ils avaient la certitude que chaque centime va aller à une amélioration, à une transition énergétique, parce qu'on est aussi tous d'accord sur une chose, c'est que bien sûr qu'il faut des mobilités complémentaires, bien sûr que l'avenir de l'humanité, c'est pas plus de voitures, plus de pollution, plus d'essence consommée, bien sûr qu'il faut évoluer intelligemment, mais en évitant de prendre en otage les plus modestes, et en leur disant, c'est toi qui vas renflouer le trou du budget au prétexte qu'on va te faire améliorer l'écologie. C'est effectivement une grave faute politique. Oui, Yvan. D'autant que la France n'émet au plan mondial que moins de 1% du CO2. Et la voiture, dans ce 1%, c'est encore 0, je vous vois hocher la tête, mais ce sont des chiffres a priori qui sont... Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Vous allez pouvoir répondre, évidemment. Il était tout à fait injuste, en plus de la part des plus pauvres d'entre nous, d'avoir à supporter des efforts que ne font pas les Chinois, que ne font pas les Indiens, que ne font pas le monde entier, et de dire que c'était simplement celui qui fume des clopes et qui roule en diesel, pour reprendre une expression désagréable de M. Griveaux, je crois. Qui jure qu'il n'a pas prononcé ces mots. Tous ceux qu'on a présentés comme étant des ploucs et des moins que rien, de leur dire, de les intimer, de payer et de payer toujours pour ceux qui ne font aucun effort pour la planète. Donc il y avait aussi ce profond sentiment d'injustice qui est un sentiment qui est presque révolutionnaire dans le sens où il fallait se faire entendre à travers des mouvements de foule. Cette taxe carbone, on peut rappeler quand même qui l'a mis en place ?
Parce que c'était pas dans le programme du gouvernement, en fait. C'est une évolution. C'est que quand ils voient qu'il faut agir sur l'écologie, mais ça, vous savez, c'est toujours Bercy qui dirige. Non, mais blague à part. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est Bercy qui décide. Ils disent, super, ils parlent d'écologie. Qu'est-ce qu'on a dans les tiroirs? Paf, on va taxer. L'idée au départ, c'était de rattraper la fiscalité diesel sur celle de l'essence. Il faut aussi se rappeler de ça, y compris quand Mme Vargon dit on va augmenter toutes les fiscalités de l'essence. Non, c'était parce que le diesel pose des problèmes sanitaires avec les particules très fines, dire c'est pas logique de avoir un bonus fiscal du diesel par rapport à l'essence ordinaire, sauf que ça fait 30 ans qu'on explique à tout le monde qu'il faut s'équiper en diesel. Donc c'est là encore un truc d'injustice. Là encore, c'est une injustice. On dit, prenez une voiture diesel, ça dure plus longtemps et ça coûte moins cher. Et on dit, non, finalement, ça coûte le même prix l'essence. Donc, je voulais, moi, réagir sur l'histoire de... Si on dit où on va l'argent, et nous, l'idée qu'on avait, nous, les écolos, on est favorables à la fiscalité carbone, à la taxe carbone. Mais alors, comment on fait pour que ce soit acceptable? L'idée, c'est de rendre l'argent. Vous vous rappelez de cette phrase? En fait, il faut rendre l'argent. Il faut rendre l'argent. Il faut dire, on vous taxe ça, mais on vous promet que la totalité de la recette, non seulement ça va permettre de faire la transition énergétique, mais ça va vous permettre de faire des économies. Et donc, il fallait tout mettre dans, par exemple, l'efficacité énergétique et l'isolation. C'est-à-dire de dire, on met l'isolation chez vous, votre facture de chauffage, elle va baisser. On fait des transports collectifs. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va faire en sorte que vous passiez de 2 voitures à 1 voiture, que vous ayez le choix. Et en attendant, pour les endroits où on ne peut pas le faire, il fallait faire un chèque énergie. De dire, en attendant que chez vous, vous puissiez être moins dépendant de la voiture, on va vous aider. Pour pas que vous soyez pénalisé sur des critères géographiques, de boulot, on vous aide pour que vous ne soyez pas pénalisé en termes de pouvoir d'achat. Ça, c'était une transition énergétique intelligente et c'était une fiscalité carbone qui était intelligente. Juste un mot par rapport au 1% de la France. Ce chiffre est juste si on met de côté les externalités négatives. Il faut nous expliquer ce que c'est, David Cormand. C'est que quand la Chine pollue Parce qu'autant rendez l'argent, on comprend très bien. C'est un peu la même chose. Gardons nos pollutions. C'est que quand la Chine produit beaucoup de pollution, c'est pas que pour la consommation des Chinois. C'est parce que c'est devenu nos usines. Et donc, quand les Émirats Arabes Unis génèrent beaucoup de gaz à effet de serre, c'est pas toutes les voitures de l'essence qu'ils produisent roulent pas chez eux. C'est parce que ça roule chez nous. Donc oui, ce que nous polluons, mais les effets de notre consommation, c'est ça. Des pays riches, il faut toujours avoir à l'esprit, les 10% les plus riches provoquent 50% des pollutions de la planète. Et donc, dans les 10% des plus riches de la planète, il y a quasiment tous les Européens. Pas les plus pauvres, mais quasiment tous. Et donc, il faut avoir à l'esprit que ces chiffres-là, ils sont à manier avec attention parce que dans d'autres pays du monde, il y a beaucoup de pollution produite pour notre modèle de consommation à nous. Est-ce que je peux vous poser une question? Pourquoi toujours vouloir s'entêter à vouloir poursuivre la logique fiscale alors que la logique de l'innovation technique me paraîtrait être quand même... Vous avez raison, il y a plusieurs leviers. Me paraîtrait être quand même plus raisonnable, en tout cas. Il y a 3 leviers quand on veut agir politiquement, très rapidement. Il y a le levier fiscal, c'est un des leviers. Il y a la réglementation. Je vais vous donner un exemple. Les constructeurs automobiles, par exemple, ils ont triché sur les rejets. Là, il faut leur serrer le kiki. Sur les SUV. Aujourd'hui, le boom de la vente, c'est des grosses voitures qui pèsent plus d'1 tonne pour, la plupart du temps, transporter quelqu'un qui pèse 70 kilos. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est la réglementation. Et le dernier, c'est là ce que vous dites, le dernier levier, c'est l'investissement. Donc c'est l'investissement pour isoler, c'est l'investissement pour la recherche. Et donc il faut faire les 3 en même temps. C'est pas que le levier fiscal. Oui, mais il y a ce que vous dites, il y a un ressenti aussi de on va pas m'imposer de rouler avec telle ou telle voiture. C'est aussi, il y a cette part de liberté dont vous parliez. Et c'est ça aussi, il faut composer aussi avec ça. Et c'est aussi une question politique. Vous savez qu'historiquement, le diesel, pourquoi il a été sous-fiscalisé ? Pourquoi c'est si peu cher, le gazole? Ça tente à se rattraper, bien sûr. Parce que pendant des années et des années, on a essayé d'inciter les Français à acheter du diesel, parce que qui était l'un des principaux leaders de fabricants de moteurs diesel au monde? C'était les constructeurs français. Bien sûr. C'était du protectionnisme économique. Protectionnisme économique. Bien donc, sûr. Acheter français, acheter du diesel, aller vers le diesel. Et puis un jour, on se rend compte que c'est pas forcément très bon pour la planète et pour nos poumons. Il fallait aussi utiliser le fuel au moment de la transition vers le nucléaire aussi. Parce que ce fuel servait, qu'on utilisait pour le chauffage domestique, on remonte très loin, on remonte à De Gaulle. Mais c'était ça aussi. Nucléaire pour la France, une politique forte. On est en plein dedans, on voit les résultats. Et du coup, il s'est dit, ce diesel on ne sait pas quoi faire. Que les autres pays utilisent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Coup de téléphone à Peugeot, et c'est sûr. Est-ce qu'on peut le mettre dans les voitures? C'est comme ça que ça se passe. Tout à fait, que Peugeot s'est mis à faire du diesel et que du coup. Mais c'est très intéressant. On voit en quoi la politique énergétique et la stratégie énergétique d'un pays a un impact
sur toute très long terme. C'est très important de comprendre ça. Et on parlera, plus de 50 ans après. On parlera évidemment du diesel parce que ça fait partie de ces sujets. On a beaucoup dit aux Français il faut rouler au diesel et c'est ça le mieux avant de rétro-pédaler. On va revenir simplement, vous disiez, on a entendu où va l'argent, notamment de la taxe carbone. Alors sur les 80 km/h, parce qu'on va accueillir un élu local dans un instant et Chantal Perrichon également, sur les 80 km/h, Édouard Philippe avait promis que l'argent n'irait pas dans les caisses de l'État, mais à des associations, des structures qui aident notamment les accidentés de la route. Ces 80 km/h, on le voit, on y revient dans un instant, ils divisent énormément. Merci à vous David Cormand, Éric Decomont et Bruno Gazeau d'être venus sur ce plateau. De nouveaux invités se succèdent maintenant sur le plateau du Grand Dossier. 80 km/h, on voit que le débat est loin d'être terminé.